Allez, allons-y. Donc, je ne vous détaille pas le sommaire, hein. Le sommaire, il est là pour vous. Je ne vous décris pas non plus le GARD parce que je pense que maintenant, tout le monde sait qui est le GARD, mais je vous le laisse, ça vous permettra d'avoir les informations, savoir aussi où récupérer les informations que le GARD diffuse. Et ça, c'est un point important. Donc, en 2021, le Conseil, peut-être si juste un point. Vous voyez, ici, vous avez le conseil d'administration du GARD qui décide des orientations stratégiques et le conseil scientifique dont le GARD s'est doté qui contribue à la réflexion de l'association sur les grands enjeux. Donc en 2021, le conseil d'administration a confié une mission au conseil scientifique de travailler sur la transition énergétique et toutes les contraintes, toutes les possibilités, puisqu'on parlait de tout avec toutes les motorisations. Donc, hop, on va aller voilà. Et voilà donc les préconisations du conseil scientifique. Je vais peut-être me tourner comme ça. Hop là, pour avoir les écrans et vous mêler en même temps. Donc, les premières préconisations du conseil scientifique, c'est d'abord d'inscrire dans une stratégie systémique, ça, à l'échelle de vos territoires. Ça, c'est vraiment l'enjeu majeur. Et bien entendu, que ce soit départemental, que ce soit régional, ou en collaboration avec les autres organisatrices territoriales. Ça, c'est aussi un sujet important. L'évaluation du rapport bénéfice-risque hein, pour chaque évolution de projet. On est dans le même cas, comme l'a évoqué tout à l'heure Françoise Rossignol. L'ensemble des cas de figure sont différents d'un territoire à l'autre, d'une stratégie économique d'un territoire sur quels sont les développements énergétiques qui sont portés par la région, par le département, par l'ensemble des autorités de mobilité. Ça, ce sont vraiment des enjeux. On a évoqué l'introduction du rétrofit. Ça, c'est un point clé dans les transitions énergétiques et ça l'est encore plus pour le car et on verra un peu dans les réflexions. Les objectifs ne sont pas atteignables sans mixité des sources de production des énergies. Voilà, ça c'est important. Il va falloir mixer ces technologies et encore plus si vous avez une vision avec de l'hydrogène, puisque il y a de gros débats qui sont entre les couleurs d'hydrogène, hein, vous pouvez les voir, hein, vert, bleu, etc. L'hydrogène grise, dans certains cas de figure, petit point clé, quand vous avez de l'hydrogène qui est produit dans des transformations biochimiques, eh bien, vous fabriquez de l'hydrogène et c'est bien dommage de jeter cet hydrogène parce qu'elle est partie d'une source qui n'est pas verte au départ. Donc, on peut utiliser aussi ces hydrogènes-là dans les premiers temps, tant qu'on n'est pas capable de produire des hydrogènes verts à des coûts qui correspondent à la réalité d'exploitation des réseaux. D'autres points, eh bien, on a l'instabilité des textes. Ça, c'est vraiment des enjeux majeurs. Euh, on a eu la loi TECV, hein, loi de transition énergétique, hein, la transposition de la directive européenne qui est revenue une deuxième couche. Après, bien entendu, le décret sur la transposition, qui avait été le premier décret sur la transposition, qui avait permis déjà d'établir les premières stratégies et des grilles de réflexion pour l'ensemble des autorités organisatrices de mobilité en accompagnement de leurs exploitants. Et malgré tout, ce point-là a fait un peu de mal. Hein. Il est venu modifier la directive. Et puis, en ce moment, toutes les réflexions au niveau européen sur les énergies renouvelables, hein, tout ce qui tourne autour de la non-concurrence alimentaire vis-à-vis des productions agricoles. Alors, les dites RED 3, je vous laisserai aller la chercher. Vous verrez que ce n'est pas encore tout réglé. Il y a encore des réflexions là-dessus. Bien entendu, toutes ces règles ont un besoin d'assouplissement et ça, on y travaille. On y travaille de concert, tous les acteurs. Hein. Ce n'est pas que le GART. Hein. On travaille systématiquement en collaboration pour avoir un poids national vis-à-vis de l'ensemble des acteurs et pouvoir définir aussi
des feuilles de route pour les industriels et les accompagner. Donc, nous travaillons avec l'UTP, l'Union des transports publics et ferroviaires. Nous travaillons aussi avec Agir et son entité, la CATP. Voilà. On est bien tous autour de la table et bien entendu, le GART avec son club des partenaires. Et nous travaillons en collaboration avec la DGITM, donc la Direction générale des transports, et celle de la DGEC sur le climat et d'autres encore acteurs, et bien entendu les énergéticiens. Et on le verra tout à l'heure dans la présentation. Première réflexion qui a abouti, sur lequel nous avons demandé une réflexion de l'ADEME, qui ont regardé ce que l'on a fait et ont jugé que c'était pertinent et intéressant. Et d'ailleurs, ils ont une réflexion de développer un outil d'aide à la décision pour les acteurs. Donc, on peut, alors je rappelle, ce point est basé sur les chiffres de 2021 et début 2022, analyse qui a été établie mi-2022, donc qui peut être remise en cause actuellement avec des évolutions qu'il aurait pu y avoir et l'évolution des maturités, bien entendu. Donc, on voit là, on est parti des différents travaux qu'il y avait. On a rebondi aussi sur les travaux de l'excellente étude de nos collègues de la CATP sur le TCO des véhicules et toutes les analyses qu'ils ont fait. Il ne faut pas la négliger. C'est une étude qui est excellente. Hein. Surtout sur les coûts de marché que eux ont dans les négociations. Et c'est vraiment ça, parce qu'on était sur la réalité et pas sur des annonces génériques de coûts. Donc on voit que pour la maturité des technologies, bah, des choses qui sont bien maîtrisées sur ce point-là, il n'y a pas de souci. Reste encore l'hydrogène. Hein. L'objectif, bien entendu, c'est de faire en sorte que demain, l'hydrogène devienne une maturité maîtrisée. On voit la maturité du marché. Alors, je dirais que le baissant a évolué. Euh, on pourrait le faire évoluer en bien. Il y a encore des choses, puisque le baissant ne réglera pas tout et n'a pas non plus l'objectif de remplacer le diesel à 100%. Hein. D'ailleurs, les producteurs, aussi bien Avril que Altense, l'évoquent. Hein. Ce n'est pas du tout leur marché et ce n'est pas non plus les capacités non plus au niveau national. Les gammes de vie, l'homologation, l'aménagement des dépôts. Alors ça, c'est un enjeu clé, l'aménagement des dépôts. On a encore des problématiques d'arrêté, qui est l'arrêté des ateliers de recharge, que l'on souhaite voir évoluer demain pour permettre le stockage de véhicules électriques et hydrogène. Vous avez tous vu l'actualité. Il y a deux actualités que je vais vous rappeler qui peuvent faire peur, mais il y en a une qui, moi, me rassure. Alors, vous avez la première, c'est celui de Bolloré, avec l'entrepôt qui avait simplement des batteries. Et on a vu comment les batteries, elles brûlaient avec des micro-explosions. On a vu que les pompiers maîtrisent très, très bien. Maintenant, ils sont formés, ils maîtrisent cela, donc il n'y a pas de problématique. Et la rareté de cet événement. Ça, c'est un point clé. Aussi bien Bolloré que Forsy Power travaillent à améliorer la réduction du risque, hein, qu'on parle vraiment de 0,0000 et des poussières sur le risque d'incendie. Le deuxième, c'est celui du bus scolaire que l'on a vu à l'actualité qui brûlait. Alors, c'était un véhicule diesel. Donc, ça démontre bien qu'on a bien vu aussi des véhicules diesel qui brûlent. Et c'est normal. Tous les ans, vous avez des véhicules diesel qui brûlent, des véhicules gaz qui brûlent. De par des problématiques techniques sur les motorisations. On parle de véhicules industriels qui sont utilisés à haut rendement. Donc, tout ce qui est utilisé à haut rendement accélère le risque et la probabilité par le vieillissement qu'un incendie se produise. Donc, il n'y a pas d'inquiétude non plus. Hein. C'est vraiment des pouillèmes par rapport au nombre de véhicules que vous pouvez avoir en exploitation. Donc, on va retrouver
les notions de coût, l'implication. Alors, surtout, la notion que j'ai ramenée ici, c'est l'implication systémique. Vous ne voyez pas dans les réflexions. C'est de pouvoir voir comment on peut élargir son utilisation, non pas que pour une utilisation spécifique. Par exemple, pour le baissant, vous pouvez l'avoir pour les BOM, vous pouvez l'avoir pour les véhicules de service, vous pouvez l'avoir pour les cars, vous pouvez l'avoir pour vos bus. Même chose pour le HVO. Et on verra que tout à l'heure, on a un moins pour l'hydrogène, mais on verra que tout à l'heure, il y a des réflexions qui sont en train de se faire. Je vais accélérer un petit peu. Là, on a un comparatif entre la notion de gain en effet de serre et le surcoût en TCO des véhicules. Donc, vous voyez que l'idéal, ce serait d'avoir que des électriques, puisque là, les gains en effet de serre sont très importants. Malgré tout, pour l'instant, on est quand même sur des TCO à 41% par rapport au diesel, hein. Je parle bien, la référence, c'est celle que tout le monde connaît, c'est le diesel. Alors, on a le H2E. Dans les deux cas, si l'évaporoformage, c'est la technologie qui est utilisée, ou sur les électrolyseurs, là aussi, deuxième technologie, on voit qu'il y en a un qui a un gain qui est beaucoup plus important sur les effets de serre que l'autre. Ce qui est intéressant là, c'est, là on voit les deux extrêmes, mais c'est sur le fait que le bio-GNV a une pertinence, ainsi que le mille hybride, parce qu'on on a des effets de coût qui font que maintenant, le TCO devient inférieur au diesel, et ils ont des gains qui peuvent être intéressants, 15%, 28% pour peu d'investissement, alors que pour une recherche assez rapide, de gains sur votre territoire. Le baissant, par exemple, aussi est très intéressant, et on le verra surtout avec les zones à faible émission qui vont apparaître, surtout sur les métropoles et les villes en dessous, puisqu'on devra avoir à peu près 19 zones à faible émission d'ici 2023-2024. Une autre représentation, hein, qui est importante, on voit à l'heure actuelle la partie électrique H2 qui est vraiment dans le coin en bas à droite. C'est normal, c'est par rapport à la maturité de la technologie, où on en est à l'heure actuelle. Et l'objectif, c'est que demain, on le retrouve dans les classements qui seront aux alentours du HVO, du B100 et du full hybride. Ça, c'est l'avenir. C'est normal. Dès que vous avez une technologie émergente, vous avez cette problématique-là. Et on voit que si on veut faire des choses dans l'immédiat, aussitôt, et on reviendra tout à l'heure à la fin sur quelques chiffres que je vous donnerai, eh bien, l'orientation bio-GNV, l'orientation hybride et baissant a une pertinence. Bien entendu, il ne faut pas arrêter d'investir dans l'électrique, puisque c'est l'investissement et le mouvement de l'électrique qui permettra aussi de gagner ses nettes de noblesse vis-à-vis des coûts et des TCO et des coûts de production, pour arriver à devenir une pertinence. Donc, il y a toujours la notion de mise en mouvement d'une techno. Une autre représentation, c'est leur taxe par kilomètre. Alors, vous voyez, on a juste rayé la partie trolleybus parce que il y a un petit biais sur les hypothèses sur lequel on considère qu'il y a dans l'étude une petite différence par rapport au coût kilométrique pour la comparaison. Voilà. Donc on voit comment le radar est déformé. Et l'objet de demain, même, vous voyez, hein, sur les coûts, que l'on soit du full hybride au baissant, on voit qu'on est sur des coûts qui sont assez proches de 1,08 € à 1,12 €, 1,14 € pour le XTL. Donc, voilà, on est à peu près dans les mêmes fourchettes, même si à la fin, sur des masses kilométriques que vous pouvez avoir, ça peut être important, les deltas. Mais malgré tout, ça peut aider avec l'équilibre entre la partie GES, TCO, que vous recherchez sur votre territoire, et puis des possibilités de vision systémique. Donc,
quelques petits rappels de chiffrage, mais je vais là aussi, ce sont quand même des chiffres qui commencent à évoluer. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la part de vente de véhicules GNV, surtout sur la partie bus, a fait énormément chuter et la partie camion qui est en train aussi d'émerger fortement est en train de faire chuter les coûts et donc le car en bénéficie en même temps. Petit point de rappel sur la dernière évolution du décret, hein, c'est celui de l'apparition des zones, ce qui n'était pas sur le décret précédent et qui va poser quelques soucis. Alors, on a fait peser dans l'évolution des négociations la part, je dirais, d'effort sur les AOM de plus de 250 000 habitants, puisqu'on a considéré au sein du conseil d'administration du GART que la capacité financière d'absorber cette contrainte des zones à faible émission et des PPA était plus, je dirais, aisée, si je peux me permettre cette expression, entre guillemets, pour des métropoles et des grandes aires urbaines que pour des territoires de villes moyennes et des territoires ruraux. Voilà. Donc, c'est la petite négociation que l'on a pu faire. Donc là, vous retrouvez à peu près les possibilités, hein. Alors, petite évolution, le groupe 1, le groupe 1 bis. Tout simplement parce que le groupe 1 bis est amené à disparaître dans l'avenir. Pour l'instant, on a réussi à le maintenir. Je pense que dans les révisions du futur, avec les évolutions des énergies électriques et des motorisations électriques et de la mise à disposition, ce groupe Imbis disparaîtra. Il est transitoire, mais il a une importance forte vis-à-vis des biocarburants et on le verra tout à l'heure. Cas d'exemple de vision systémique, comme je vous l'ai évoqué, celui du projet de Dijon, avec une réflexion Smart Energy, ça c'est un enjeu, où ils ont une notion de production eux-mêmes par la récupération de leurs bombes. Alors vous voyez, on voit un cycle où on a la production des déchets, la récupération par les bombes, le retraitement de ces valeurs pour en produire des énergies et les réinjecter dans le cercle. La recherche du cercle vertueux sur l'ensemble est un enjeu fort pour beaucoup d'acteurs dans leurs analyses de vision systémique. Donc là, une notion de production d'hydrogène à 440 kg, ils vont réutiliser, réutiliser leurs déchets avec une valorisation assez importante et ils utilisent là au niveau de leur camion, et donc c'est Protomotor, une structure belge qui le fait sur de la base DAF. Et je vous rappelle que les motorisations camions sont les mêmes que les motorisations cars. En dehors du bus, où il y a une évolution technique, mais la base du moteur, avec quelques évolutions, sont aussi issues du camion. Donc, on voit tout de suite les possibilités de rétrofit et le gap qu'il y a assez proche entre le camion, le car, qui sont vraiment très, très cousins sur ces possibilités. Version de Pau, eux, qui ont fait. Alors là, je vous fais un petit retour sur aussi une vision systémique, mais là, on est sur une vision hydrogène aussi, avec la complexité qui est des notions hydrogène. Malgré tout, vous avez des régions qui ont commencé à travailler sur du rétrofit hydrogène. On en parle juste après. Petit rappel d'un ensemble. Systématiquement, vision systémique avec l'anticipation, une station hydrogène comme une station gaz. Il faut la surdimensionner puisque à partir du moment où vous allez monter en cadence, vous allez avoir besoin d'avoir des volumes. Les stations que vous investissez dans l'état actuel sont quand même des stations avec des coûts élevés. Donc, vous n'allez pas la rechanger toutes les 5 minutes. On parlait tout à l'heure de 3,4 millions d'euros dans certains cas de figure et on va revoir les chiffres là.
Donc là, dans une vision là aussi systémique, la notion de production, possibilité d'avoir plusieurs productions, d'avoir aussi de l'apport, parce qu'il faut quand même pouvoir anticiper des pannes de stations. On est quand même encore, même si elles ont bien évolué, même s'il y a des capacités de production avec de la fiabilité, on n'est pas dans des grands volumes de production de stations d'hydrogène, ni des capacités de grandes stations. Voilà. Donc il y a la notion de conversion, hein, pas oublier, l'hydrogène est un vecteur. Ça, c'est important. Pour l'instant, il est un vecteur. Malgré tout, les constructeurs sont en train de travailler sur des grosses motorisations à utiliser l'hydrogène en carburant. Ah, ça, c'est peut-être aussi un double enjeu de demain vis-à-vis de l'hydrogène. Le cas de Artois-Goël sur leur territoire, un très grand territoire sur lequel ils y travaillent, là aussi, 650 000 habitants. On est sur des cas de figure pour l'instant avec des cas de figure bus. Tout à l'heure avec Pau, avec Dijon, on avait bus plus BOM écart. Projet de retour, donc voilà le point de retour sur un cas de figure détaillé, celui de Artois Mobilité. Donc on voit un peu l'installation. Alors la petite histoire pour que vous ne voyez pas sur la photo, qui est occulté, mais sur votre gauche, à peu près à 200 mètres, vous avez une route qui aboutit sur le SDIS d'Artois. Et donc, le SDIS Artois fait souvent des allers-retours pour se former sur l'hydrogène, se former aux stations, faire des interventions, faire de la simulation. Et ça, c'est aussi ce sont des enjeux importants, c'est d'accompagner les services qui vont intervenir sur vos véhicules, comme on a pu le voir tout à l'heure, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, avec le car qui a dévalé la pente. D'ailleurs, j'ai été un peu surpris qu'il dévalait la pente, puisque logiquement, sans circuit d'air, il devait freiner et pas dévaler sa pente. Donc, je ne sais pas quel est le. Là, il y a un petit point technique à revoir. Pourquoi les poumons n'ont pas serré les freins pour pas qu'il se déplace. Donc là, ils ont atteint, au moment où j'ai récupéré les dernières données au mois d'octobre, auprès de vos collègues d'Artois Mobilité, ils avaient parcouru 420 000 kilomètres, 70 000 de bus, et ils avaient rejeté un gain à peu près de 340 tonnes d'hydrogène, 380 tonnes d'hydrogène grâce à l'utilisation de leur véhicule. On est encore sur des petites lignes. Donc voilà à peu près en détail. Là, je vais passer dessus. Hein. C'était pour que vous voyez un côté technique. Ce qui est important, c'est les contraintes. Ils ont lancé leur réflexion en 2015-2016 et au départ, juste avant 2014, ils étaient sur du gaz. Ils avaient lancé leur sujet sur le gaz et ils ont décidé d'expérimenter et de partir sur une réflexion de tirer l'hydrogène et enclencher le mouvement. C'est aussi l'apanage de grands réseaux et de grandes régions qui ont lancé des investissements d'innovation et de recherche et développement avec des universités aussi, de l'accompagnement des pôles d'excellence d'énergie sur leur territoire. Donc en 2015-2016, ils ont lancé cette réflexion-là pour aboutir en automne 2019 la mise en ligne. Donc on est quand même sur près de 4 ans pour avoir quelque chose qui fonctionne. Leur retour d'expérience, bah, la production, la distribution, l'autonomie, la conduite, pas de souci. Le point négatif, c'est normal. Expérimentation, démarrage c'est donc des véhicules de pré-série et des problématiques de fonctionnement entre la communication des piles et les bus. Malgré tout, ils n'ont pas regretté, ils ne regrettent absolument pas d'avoir enclenché le mouvement sur l'hydrogène au niveau de leur territoire. Alors, il faut bien entendu se faire accompagner. À un autre cas de figure, là, on descend en taille de réseau. Compiègne, qui ont étudié avec CETEC 3 scénarios
celui du diesel, celui du 100% bio, celui du 100% bio-GNV. Au bout de toute l'étude qu'ils ont pu faire avec leurs consultants, ils en ont déduit une chose qui est toute simple. Hein. L'étude a été très, très détaillée. Hein. Ils ont été dans la réflexion technique, financière, juridique et contractuelle. Très important. Hein. Ils ont été très, très loin sur l'ensemble de leur réflexion. Et leur conclusion, elle est simple, c'est le meilleur des compromis, c'est de mixer les énergies. C'est bien ce qu'on vous a dit au début, dans la réflexion et dans les travaux du conseil scientifique, ce qu'ils ont apporté. Donc, ils ont, dans leur réflexion, il était, quand ils ont été audités par le conseil scientifique du GARC, c'était de combiner le bio-GNV pour les bisécars et le B100 pour leur BOM. Donc là, on a bien une vision systémique sur le territoire, de façon à ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, assurer que les technologies leur permettaient, ils étaient capables de les maîtriser, et quelles étaient celles qui avaient suffisamment de mature pour garantir leur exploitation. Maintenant, un petit point sur les biocarburants. Alors, deux acteurs majeurs, il y en a d'autres, hein, mais deux acteurs majeurs avec lesquels le GAR travaille, les constructeurs aussi, et on tire. Hein, et il faut bien à un moment donné emmener des acteurs sur l'ensemble. On a beaucoup travaillé sur différents sujets. Sur votre droite, vous verrez les différents produits que chacun d'eux font. Hein, le pur sang pour Altens, le Léo sang pour le groupe Avril. Avril a lancé une ligne Flexibus avec des motorisations exclusives de Volvo. Alors, il y en a d'autres hein, qui viennent sur l'exclusif. Donc, petit rappel, euh, les possibilités de suramortissement qui a été étendu jusqu'à 2030 si vous utilisez des véhicules B100 exclusifs. Les bénéfices sur la TICPE, pour l'instant, hein, je mets toujours en date de, je dirais, depuis 2018, jusqu'à présent, c'est maintenu. On ne sait pas, hein, ça peut être quelque chose que Bercy pourrait reprendre. Euh, dès le 17 novembre 2021, donc là, avec le nouveau décret, on a pu faire rentrer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au groupe 1 bis les véhicules B100 exclusifs, qui étaient au groupe 2, en version hybride. Donc, on n'a plus que le B100 exclusif qui reste en groupe 2. Alors, je vous laisserai revenir sur la grille qui était au départ. Et depuis avril 2022, le passage du B100 en critère 1. Et ça, c'est un enjeu majeur, surtout pour le car scolaire, surtout avec les dernières validations juridiques sur l'obligation de transporter assis, et des zones à faible émission qui vont s'étendre fortement. Le rétrofit, c'est aussi un enjeu. Le cas lors de nos réflexions avec le conseil scientifique, nous avions édité différents acteurs, dont Greenmot, qui développe des kits pour les bus et les cars en électrique et en hydrogène. Vous avez un petit cas, mais n'hésitez pas à aller sur leur site pour aller récupérer de l'information. Safra, avec l'Occitanie, hein, je vais en discuter avec Jean-Luc Gibelin, le vice-président transport, sur où il en était. Et donc, il m'a confirmé qu'ils ont rétrofité 15 cars H2 avec le groupe Safra, avec des kits homologués. Ça, c'est aussi très important hein, d'avoir les homologations hein, pour pouvoir être tranquille. Alors, là aussi, c'est une stratégie au niveau de l'Occitanie, parce qu'ils ont rétrofité aussi des TER, et sur lesquels ils travaillent avec Alstom et les technologies que vous avez pu voir au niveau des travaux faits en Allemagne. Voilà, j'étais en train de chercher, mais c'est juste la date que j'ai perdue, qui, je crois, ont été enclenchées en expérimentation ou en exploitation 2021 ou 2022. Voilà. Donc là, l'Occitanie est enclenchée, donc ça lui fait qu'il est dans une vision systémique
de rétrofit en menant le car avec le ferroviaire. C'est là où on a quand même la capacité d'une région à faire des choses. Les rétrofits bio-GNV du CRMT avec GRDF, et que certains connaissent, hein, et qu'ils ont baptisé École-Car. Alors, il faut s'attendre à peu près à plus ou moins en fonction des kits, des volumes qui sont négociés sur les territoires, d'environ 250 euros hors taxe. Mais vous prolongez les véhicules Euro 5, Euro 6 pour rentrer de 10 ans. Ça, c'est un des enjeux majeurs. Faire attention, bien faire une analyse, se faire accompagner pour faire cette analyse, mais on le verra dans les points de vigilance et dans la conclusion. Se faire accompagner parce qu'il faut avoir une vision de projection. Quand on rétrofite un véhicule, il faut aussi en profiter pour faire une mise à niveau du véhicule. Vous ne rétrofitez pas la motorisation avec des véhicules où vous laissez l'intérieur désuet. Quel est l'intérêt pour un conducteur? Quelle est la volonté d'emmener les conducteurs avec vous si ils se disent bah, vaut mieux vous nous achetiez des cars neufs plutôt que de rétrofiter, parce que nous, l'intérieur des cars, c'est une catastrophe, les sièges, le poste de conduite, etc. Donc, il y a une vision aussi systémique de la rénovation à mi-vie à prendre en compte lors de votre rétrofit de véhicule. S'il est suffisamment récent, il n'y a pas de rénovation mi-vie à prendre en compte. S'il a déjà un certain âge, un certain niveau d'usure, il faut prendre aussi la rénovation intérieure du véhicule de façon à ce que le conducteur soit aussi pris en compte dans la réflexion globale de cette. C'est lui qui va utiliser le véhicule et aussi les usagers qui seront intéressés. Alors, quelques chiffres rapides. Alors, ce sont des hypothèses que nous avons prises à partir des données d'immatriculation des véhicules de l'INSEE sur la notion du chiffrage transition énergétique. À l'instant T, on parle de cette réflexion-là en septembre 2022. Je précise les dates parce que c'est important. Donc là, on est parti des cars immatriculés. Il y en a 66 000. Il y en a 99% qui sont diesel d'âge moyen de 7,6 ans. Donc là, on voit si vous les rétrofitez pour les emmener à des âges plus élevés, il y aura quand même besoin pour certains d'eux d'avoir une rénovation mi-vie. Il n'y a que 1% de véhicules qui sont au gaz. Et c'est pour ça qu'ils ont un âge moyen d'1,4 ans. Donc c'est émergent le gaz, mais il est en train de se développer au niveau du car. Donc pour être en phase avec la transposition des directives européennes, il faudrait éliminer tous les véhicules qui sont inférieurs ou égaux au critère 3, c'est-à-dire tous les Euro 4 du 1er janvier 2006 pour se mettre en phase sans avoir, en prenant en compte du rétrofit et du renouvellement, ce qui représente 45% d'écart, 29 000, pratiquement 30 000 écarts pour un coût de 2 milliards d'euros. Voilà. Donc ça, c'est aussi important. Voilà ce que représente le marché national. Alors, si bien entendu, comme l'objectif, c'est de remplacer tous les véhicules thermiques diesel, sauf si demain, il y avait un intérêt à basculer sur du rétrofit de véhicules thermiques hydrogène. C'est l'avenir qui le dira. Est-ce qu'il va être rapide? Pas rapide. Tout dépend des développements camions et des besoins qui vont s'enclencher. Pour conclure, point de vigilance, ben, vous changez de modèle. C'est plus les mêmes modèles que vous avez sur les modèles économiques. Si vous êtes plus au niveau du diesel, bien prendre ça en compte, bien revoir, bien se repositionner sur tout ça, sur la façon d'exploiter les réseaux. C'est pas la même façon si vous avez des véhicules gaz, si vous avez des véhicules électriques, si vous avez des véhicules hydrogène. Donc là, il faut bien reprendre toute cette organisation-là et sans oublier que vous avez une transition. Parce que quand vous allez commencer à remplacer vos véhicules, pour rentrer dans les grilles, même si vous prenez du biocarburant, ça n'empêche pas que vous n'allez pas tout faire d'un coup. Donc, il faut bien prendre en compte. Quand on passe avec des biocarburants, il y a aussi un allongement des pas de maintenance, un raccourcissement des pas de maintenance à prendre en compte. Donc, il y a tout un travail derrière. L'adaptation des choix, hein, comme je vous l'ai évoqué à l'instant, la fiabilisation du matériel en fonction de si vous êtes parti sur l'hydrogène, sur l'électrique, sur du mille hybride,
sur du biocarburant, ce n'est pas le même niveau de fiabilisation. Maturité, prix, production, prendre en compte la côté ENR est de plus en plus importante pour l'image des usagers. La notion qu'a évoquée Françoise tout à l'heure avec les vélos électriques, etc., entre la volonté de les mettre et les usagers qui sont prêts à y basculer pour les utiliser. Euh, donc là, il y a tout ce travail-là de communication à s'y mettre en œuvre. Sur les notions de biocarburant, je sais que mais même les autres acteurs font pareil. Ils fournissent aussi des kits de communication. Tous les acteurs travaillent aussi pour aider, accompagner les AOM avec leurs exploitants à ces transitions. Les textes où on n'a pas encore une fiabilité, je dirais, de coordination entre les différents services de l'État. Eric et Christophe l'ont vu, mais je pense que dans l'Assemblée, nous avons aussi nos collègues de la CTP, d'Agir et de l'UTP, et ils savent de quoi on parle. Et des fois, c'est même nous qui faisons les liens entre ces trois principaux services de l'État qui impactent justement les textes législatifs. Donc, se faire accompagner, ça, pour la gestion des risques. Il faut connaître les risques. Quand vous partez sur une techno, quand vous partez sur du rétrofit avec un acteur, il faut bien connaître les risques parce qu'à partir du moment où connaissez les risques, vous êtes capable de les maîtriser en ayant anticipé. Vous savez qu'il y avait telles problématiques qui peuvent se produire. Quand elles se produisent, vous n'êtes pas surpris. Donc, vous avez déjà plus ou moins anticipé des scénarios pour pouvoir les prendre en compte. Ça, c'est très important. Ne pas faire ça dans son coin et bien faire une vraie forte étude de risque. Prendre en compte l'impact sociétal, bien entendu. Vous allez, quand vous changez les pas de maintenance, quand vous faites beaucoup de choses, eh bien, quand vous passez avec des véhicules électriques, la façon de conduire les véhicules, la façon d'être à l'écoute du véhicule, la façon de le maintenir. Donc, vous avez obligé de prendre en compte l'évolution du personnel, leur formation, et dans certains cas de figure, la recyclabilité de certaines personnes à différents postes parce qu'ils ont pas ils arrivent en fin de carrière, ils n'ont pas forcément la capacité de passer de mécanicien à électromécanicien ou expert du gaz ou autre. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Ça, c'est bien prendre en compte. On est sur des combinatoires. On ne remplace pas le diesel qui existe depuis une centaine d'années du jour au lendemain par une autre technologie. On est tous d'accord sur ce point-là. Il faut bien prendre en compte la configuration des réseaux. Ça, c'est important. Pente, longueur, chaleur, froid. D'ailleurs, les constructeurs ont intégré dans leurs effectifs des graphiqueurs. Ils travaillent aussi avec différents acteurs pour permettre, si je prends l'exemple de Volvo, avec son hybride, il prend en compte la configuration de la ligne, donc la géographie de la ligne, pour adapter au mieux les meilleurs endroits de zones de récupération avec l'hybride. Ce qui fait qu'ils ont augmenté leur capacité de récupération et l'optimisation de la partie hybride. Et donc, on voit un intérêt biocarburant plus hybride pour tamponner entre passer au tout électrique et faire justement le lien et laisser aussi les grands réseaux éponger les problématiques techniques de maturité avant d'y passer quand on est à un réseau moyen ou à un petit réseau. Et ce n'est pas péjoratif, c'est logique. Il faut laisser les grands acteurs enclencher le mouvement. Et eux, ils ont les reins solides et les équipes aussi pour pouvoir supporter ça. La législation des dépôts, ça c'est un point clé, surtout dans le scolaire. Vous n'allez pas pouvoir mettre des véhicules électriques qui ont l'habitude, surtout dans les territoires ruraux, qui sont sur la place du village où plusieurs conducteurs font la tournée parce qu'il est agriculteur, parce qu'il est retraité, etc. Bon, ça, je ne vous l'explique pas, vous l'avez bien compris.
Je rappelle le personnel, les, euh, les énergies renouvelables, la vision systémique, la stratégie des territoires, les capacités d'investissement, les budgets d'exploitation et les taxes qui peuvent évoluer. Si je prends l'exemple à l'heure actuelle de l'éthanol, mon cas de figure. Depuis très longtemps, je suis passé à l'éthanol sur une partie de mes véhicules personnels légers. Eh bien, vous avez vu que l'éthanol a pris 30% en très peu de temps. Ben, c'est simplement parce que comment dire, le plafond des détaxes a été atteint. Et donc, beaucoup de gens sont mis à l'éthanol. Euh, et donc, la détaxe n'a plus le même poids. Donc, quid, comme on l'a vu tout à l'heure avec les TCPE et autres, de cet accompagnement pour les acteurs, si il y a un engouement fort pour l'ensemble. Les choix politiques, hein, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est très très important, cet accompagnement-là de développement économique euh, à différentes échelles des territoires. Et la volonté de créer des territoires d'excellence, hein, comme est en train de le faire la région Occitanie avec son travail sur l'hydrogène. Hein, et peut-être que les gens qui suivent le webinaire, des personnes de l'Occitanie sont là et savent de quoi on parle ce point-là. Et je le mets aussi ici, je le rappelle, parce que ça peut vous permettre à d'autres régions ou d'autres réseaux eh bien d'appeler ces acteurs-là pour pouvoir échanger. Voilà, j'ai fait un long monologue. J'espère qu'il n'a pas été trop long, vous ne vous ai pas perdu. J'ai essayé de mettre beaucoup de choses pour vous permettre d'y revenir à tête reposée et aussi de savoir vers qui vous pouvez, lesquels de vos collègues en territoire vous pouvez vous tourner, qui ont expérimenté des choses et qui peuvent vous aider à faire le retour d'expérience. Merci Benoît, merci pour ton intervention. Donc, non, t'as pas perdu, on était très très attentifs, n'en doute pas. Alors, je vais lâcher Simplement, voilà. voilà, moi juste une première, c'est quand même assez affolant. On a des premières impressions à chaud, on a des délais qui me paraissent très courts. Avec, tu as parlé de quantité de dizaines de milliers de véhicules à diesel, autocar à renouveler. Bon, tous ne font pas du transport scolaire, hein, puisque les véhicules peuvent faire des, des, des services à longue distance, mais il n'empêche quand même que le transport scolaire est essentiellement, très, à mon avis, sera très impacté parce que l'approche je dirais, électrique ou enfin, il y a certaines nouvelles énergies qui sont peut-être pas compatibles avec ce type de service et qui s'approchent plus je dirais, des services urbains dont tu l'as bien parlé avec le transport en ruralité, le car qui est déposé sur la place du village, etc., etc. Voilà, une réalité que nous connaissons bien. Donc c'est vrai que il y a peut-être une inquiétude et parce que est-ce qu'on va y arriver et sinon ben comment ça va se passer? Alors, Moi je je comprends tout à fait ce que tu dis. Hein. C'est bien pour ça que je précisais tout à l'heure, hein, Christophe, cette notion-là. Il y a, bah, si on prend l'exemple de l'Île-de-France, là, les véhicules ont un taux d'utilisation entre les sorties scolaires, comment dire, le tour pour récupérer les élèves permet d'avoir une optimisation et de pouvoir envisager sans souci des véhicules électriques ou hydrogène ou autres sur le territoire. Mais dès qu'on s'éloigne, dès qu'on est sur des usages différents, avec des cars qui vont servir le week-end pour transporter le club du troisième âge du coin ou le voyageur, etc., et qui est multi-service, multi-utilisation, qui va faire de la petite distance et de la grande distance, on comprend tout de suite que là, certaines énergies sont écartées. C'est pour ça qu'il faut
il y a X possibilités. Il n'y a pas une énergie qui est capable de remplacer le diesel pour l'instant pour faire tout ça. Il n'y a pas euh, une méthode d'exploitation. Il y a X méthodes d'exploitation. Donc, il faut trouver celle qui est la plus équilibrée par rapport au coût que ça peut engendrer, par rapport à l'exploitation. Ça va forcément tordre les façons d'exploiter aujourd'hui et les façons d'exploiter de demain. Je pense peut-être que ça va être un gros challenge de l'ANATEP, d'accompagnement justement de l'ensemble des acteurs sur la euh, réorganisation de l'exploitation due à ces impacts entre les territoires et les énergies et les capacités aux industriels de faire le renouvellement. Voilà. Donc oui, alors, seule chose que je ne sais pas faire sur le volume de véhicules, c'est de dire quels sont ceux qui sont à part scolaire, et après ceux qui font du scolaire et autres, et ceux qui font de l'autre. Voilà. Mais ça donne un volume pour les industriels pour déjà savoir à quoi s'en tenir et comment accompagner les différents acteurs. Euh, oui, par rapport à tes points de vigilance, Benoît, je vais en rajouter deux qui sont chers à l'ANATEP et sur lesquels on attache une grande importance. Et d'ailleurs, tu les as d'ailleurs tous les deux évoqués, hein, mais nous, ça nous inquiète un petit peu et on est extrêmement vigilant vis-à-vis de ça. C'est d'abord effectivement le gros problème des batteries électriques. Et tu parlais effectivement du récent incendie de l'usine Bolloré. Et on sait qu'il y a effectivement pas mal de batteries, mais ça vient après tout ce qu'a connu la RATP avec l'explosion de leurs batteries sur ces véhicules électriques. Des enfants pourraient être amenés dans les prochaines années à être transportés dans des véhicules électriques, comme par exemple, il y a toute une électrification des transports scolaires aux États-Unis actuellement ou au Canada. Donc, nous, il n'y a aucune raison qu'on n'y aille pas. Nous, on demande simplement que si on se développe et on va vers dans cette tendance-là, euh, bah, qu'on ne fasse pas n'importe quoi, qu'il y ait eu des évaluations. On attend avec impatience les rapports d'experts sur toutes ces explosions, parce que ça explose, ça va très vite. Le, les batteries explosent et vraiment le feu, on a vraiment juste le temps de sortir des... Enfin, on a vu des vidéos, tout le monde a regardé YouTube sur ces exemples-là, c'est très impressionnant. Donc, on n'imagine pas des enfants de maternelle confrontés à ce genre de choses. Ça, c'est première chose. Quand tu parlais des incendies de bus, de cars, tu disais, tu faisais le lien avec l'âge du véhicule. On s'aperçoit, et c'est un petit peu ce que nous tirons encore de notre bilan accidentologie de cette année, hein, 2022, que nous n'avons pas encore publié, mais nous allons voir. Il y a eu 6 incendies. Ce n'est pas tous des véhicules âgés. Parfois, c'est même des véhicules Oui. relativement neufs. Et dans les 6, il y en avait 4 avec des enfants à l'intérieur, plus de 30 parfois, hein. Donc, il y a quand même une problématique. Nous allons interpeller les pouvoirs publics sur cette question de l'inflammabilité des matériaux, des batteries, etc. Je pense qu'il y a vraiment une étude très sérieuse à mettre en la matière. Ça, c'était le premier point, le point de vigilance que nous rajouterions à ta liste. Le deuxième point, c'est le rétrofit. Euh, Là encore, tu l'as évoqué. Nous insistons, parce on a été en contact effectivement avec aussi un certain nombre d'initiateurs de ces rétrofiteurs en quelque sorte. Et ils nous ont inquiétés au début, parce qu'ils ont fondé leur modèle économique de leur filière, en quelque sorte, sur des rétrofits de véhicules qui datent de 15 ans. Donc, si tu veux, tu rétrofites un véhicule après 15 ans, euh, il a beau avoir un moteur tout neuf, mais il y a quand même un saut technologique. On n'est plus dans la rénovation de la sellerie. On n'est plus dans le confort du conducteur ou de la conductrice. On est vraiment dans une question de confort pour l'usager et confort pour les enfants. On est dans une idée de respect du service public. Et donc là, je pense qu'on n'est pas contre le rétrofit à l'ANATEP, mais on demande à ce que le rétrofit se passe sur des véhicules relativement, enfin, je veux dire, on rétrofit à 10 ans, c'est bon. On rétrofit à 15 ans, c'est plus bon du tout pour nous. Voilà.
Voilà. Et donc, il faut que les rétrofitteurs puissent intégrer cette dimension-là dans leur modèle économique. Et si le modèle économique ne peut pas fonctionner là, alors nous, à la NetApp, nous serons opposés à ce genre de développement. Voilà. Voilà. Alors, je vais répondre justement à tes questions parce que le premier, tu l'as bien précisé, et c'est pour ça que je le précisais. Il y a des incendies, ça existe et il y en aura toujours. Les acteurs, comme on le sait, là, tous ceux que tu as évoqués, c'est automatiquement du diesel. Ça se produit et on le sait, et avec un quart, on a la source d'énergie et donc d'inflammabilité qui est sous les passagers. Voilà. Quand il y aura du rétrofit, ça sera aussi sous du passager. Donc, il y a toute une vision, réflexion à avoir, justement, comme il a pu y avoir au niveau des métros. Mais je pense qu'il y en a, il y a toute cette vision-là est déjà faite par les constructeurs, mais sur l'inflammabilité, parce que on ne peut pas empêcher de ne pas brûler, mais la notion d'inflammabilité, c'est ralentir la progression du feu pour permettre l'évacuation. Voilà. Parce qu'un feu à un certain point, il n'est pas arrêtable. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, les experts, c'est pour ça que au niveau des SDIS, tu as sur le territoire national des SDIS qui sont spécialisés, dont celui de Poitiers pour l'hydrogène, il travaille et qui est source de recherche pour l'ensemble des SDIS du territoire. Au Malgré la niveau... rapidité d'intervention, les pompiers sur les 6 accidents que j'évoque, les incendies, pour au moins 2 d'entre eux, le SDIS est intervenu, les pompiers sont intervenus, le véhicule était déjà détruit. Bien sûr. Ben oui, oui, non, mais de toute façon, voilà, il y a un temps, et c'est aussi tout l'intérêt que ce que vous faites tous les ans et que vous accompagnez avec toutes les formations sur l'évacuation des cars. Hein. Et c'est très important et c'est un enjeu majeur parce que l'incendie, on ne peut pas l'empêcher. Euh, on peut le ralentir pour permettre l'évacuation. D'où tout l'intérêt d'avoir tous ces exercices en permanence, même si ça, c'est toujours quand je me rappelle enfant, je trouvais ça barbant. Mais c'est vrai que c'est très important. Sur la partie du rétrofit, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Il faut se faire accompagner pour savoir à quel âge c'est le bon moment et à partir de quel moment on dit non, ce véhicule-là, on ne le rétrofite pas. Euh, je peux parler d'expérience puisque par mon passé, j'ai travaillé dans le groupe Transdev et j'avais travaillé sur une étude sur le vieillissement et l'allongement de durée de vie des véhicules gaz. Alors, j'étais sur les bus, bien entendu, hein, à l'époque, c'était sur les bus, et avec toute une étude qui permettait de faire une analyse pour pouvoir dire à partir de quel âge il était pertinent en fonction de l'usure et des points clés d'usure, parce que un véhicule qui avait un peu plus d'âge était moins usé qu'un qui était. Voilà, c'est du mécanique, ça dépend qui l'a utilisé. Les types de lignes qu'ils ont utilisées, ce n'est pas les mêmes usures. Donc, il y a vraiment une réflexion globale à apporter avec les acteurs pour pouvoir dire non, ça, je ne fais pas parce qu'il est trop vieux. Ça, je ne le fais pas parce qu'il est trop jeune et je peux encore m'en servir pour faire mon roulement parce qu'il faut mettre en place après un roulement pour pouvoir enclencher avec les véhicules les plus récents avec les technologies que tu as, et puis pour les faire muter sur les nouvelles technologies, à partir de quel âge c'est pertinent. Et économiquement viable, bien entendu aussi. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment une étude de réflexion que doivent mener les autorités avec leurs exploitants et un accompagnement d'experts pour pouvoir, parce qu'il n'y a pas un réseau qui se ressemble. Voilà. Il y aura des similitudes. Il y aura à savoir comment chacun gérer ses problèmes, ses risques, etc. Mais il n'y a pas la possibilité de faire du copier-coller. Ce n'est pas possible. Voilà. On sait très, très bien faire le diesel, mais on n'a pas la solution du je mets à la place.